En commençant, je voudrais vous dire comme c'est une très grande joie pour moi de venir chaque année maintenant à Nancy, de représenter le journal Elle, qui est partenaire de cette manifestation. Et c'est vraiment très agréable, et spécialement d'ailleurs cette année avec le soleil et avec une ambiance très agréable. Sans faire de l'auto-promo, je dois annoncer que demain, et je vous conseille d'y aller, la directrice de la rédaction de Elle, Françoise-Marie Santucci, recevra Virginie Despentes à 15h30 et que ça va être formidable parce qu'elles sont toutes les deux formidables. Je remercie infiniment les 4 romancières qui sont là avec moi aujourd'hui. Je suis très fière et très honorée de les recevoir. Quand on fait les plateaux, vous savez, c'est un peu compliqué parce que Françoise Rossineau, que je remercie et que j'embrasse, nous demande de faire les plateaux au mois de juin. Donc on vient à peine de recevoir les livres en épreuve. Donc c'est compliqué de faire son choix si vite dans la rentrée littéraire. Et puis cette année, c'était hyper facile. Théoriquement, je suis la dernière. Je fais patienter Françoise Rossineau, qui m'appelle 7 fois parce que j'ai pas fait mon plateau. Et là, je l'ai fait en quasiment une journée, parce que ce sont 4 romancières que je suis depuis leur début. Il y en a qui ont des débuts récents et puis d'autres des débuts plus anciens. Et je les ai appelées par leur maison d'édition. Et écoutez, les 4, en un quart d'heure, m'ont répondu présent. Donc je les remercie beaucoup parce que c'est un vrai cadeau pour moi. Je vais commencer par vous présenter. Et puis peut-être à la fin de chaque présentation, parce que je ne veux pas parler trop longtemps toute seule, parce que c'est vous les stars, c'est pas moi, vous direz déjà un petit mot sur votre livre pour le présenter aux lecteurs et aux lectrices qui ne l'ont pas encore lu. Véronique Ovaldé, vous êtes une habituée parce qu'on a déjà fait un débat ici. Vous signez cette année « Soyez imprudents les enfants », un titre que j'adore, chez Flammarion. Alors vous êtes peut-être la plus elle d'entre toutes nos auteurs d'aujourd'hui, puisque vous avez reçu le Grand Prix des lectrices pour Ce que je sais de Vera Candida en 2009. Mais d'ailleurs, les 3 autres romancières, vous êtes en compétition pour le Grand Prix des lectrices cette année, et je croise évidemment les doigts, les jambes, pour que les jurés me suivent. Véronique Ovaldé, vous êtes un auteur dont j'aime l'imaginaire très puissant, les personnages très attachants et la langue, qui est une langue qui est très riche en images, que j'apprécie vraiment particulièrement. Avec ce roman, vous me direz si je me trompe, mais je trouve que vous vous renouvelez, que vous n'êtes ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, que vous changez un tout petit peu de genre pour livrer un roman qui est plus réaliste et que je devine peut-être plus intime que les précédents. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, et vraiment je vous recommande de le faire parce que c'est un roman qui m'a emballé de la première page à la dernière. On est en 1983, à Bilbao. Athanasia Bartolome, c'est une des particularités de Véronique d'avoir le don de trouver des noms de personnages absolument formidables. Elle n'a connu, je vous cite, que le temps long de la dictature, sa queue de comète et la mémoire tronquée. Elle a vécu son enfance comme une sorte d'attente interminable dans une époque silencieuse et auprès de parents taiseux. Et un jour, lors d'une sortie scolaire, dans un musée, elle est pulvérisée par la vue d'un tableau qui représente une femme nue. Et elle se dit, avec ce tableau qui est comme une sorte de révélation dans sa vie, qu'ailleurs, il y a un ailleurs qui existe où les femmes sont libres et où sans doute peut-être l'art rend libre. Et du coup, cette jeune femme va partir à la recherche de ce peintre qui a disparu un jour sans laisser d'autres traces que ses toiles. C'est un livre très beau parce que c'est une enquête à la fois sur les traces d'un peintre mythique et culte et qui a donc disparu. Et puis en même temps, c'est une enquête sur la famille de cette jeune fille qui montre que si on ne connaît pas ses racines, eh bien, on ne peut pas tenir debout. C'est une enquête sur une famille où les hommes ont la fâcheuse tendance de mettre fin à leur jour par excès de mélancolie. Et en même temps, comme toujours chez Véronique, c'est le roman de l'affranchissement d'une jeune fille. C'est vraiment étourdissant, c'est bouleversant. C'est un roman d'une très grande puissance pour moi. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ce roman, il est un peu décalé dans votre œuvre? Il est plus réaliste, il y a des scènes à Paris qui sont extraordinaires. Est-ce que vous avez voulu un petit peu changer de braquet, Véronique?
J'aime bien cette expression. Bonjour à tous. C'est en effet tout à fait impressionnant de vous voir tous devant nous là. Et merci Olivia, parce que en fait ce que vous venez de dire, bon oui, je crois qu'on pourrait s'arrêter là, c'est très bien ce qu'elle vient de dire. Et Non. non, mais alors à propos en fait d'une espèce de changement de braquet, c'est qu'en fait ça fait très longtemps, ça fait longtemps que je publie des romans, c'est le 9e, et celui-ci, en effet, je m'approche plus en effet de la réalité, puisqu'il y a des événements historiques qui sont mêlés à l'histoire de mes personnages, mais évidemment, il y a toujours une ville inventée, il y a toujours un petit village en fait, d'où viennent mes personnages, toute la famille Bartholomé, dont Athanasia est la dernière du nom, et ce petit village, c'est un petit village basque en Espagne, et celui-là, évidemment, il est juste dans ma tête. Mais en fait, il s'avère que quand j'ai écrit ce roman, je tenais un carnet de notes dans lequel je mettais tout un tas de choses concernant moi, le monde, ma mémoire, mes rêves, mes souvenirs, mon rapport aux autres, aux hommes, et voilà, mon rapport au monde en fait. Et donc finalement, c'est aussi pour ça, je pense qu'il est plus en phase finalement avec le réel, même si c'est pas vraiment un texte engagé. En tout cas, les personnages de ce roman sont engagés. Ce sont en effet les hommes, comme vous le disiez, ce sont souvent des hommes dans cette famille. On a la famille depuis le XVIe siècle, qui ont tous voulu changer le monde, qui ont tous eu l'appétit en fait de changer ce monde et d'aller vers l'ailleurs. Et puis évidemment, ils sont pris par cette immense mélancolie déchirante qui fait qu'au bout d'un moment, à quoi bon ? Et en fait, ces interrogations-là, en fait, elles ont été beaucoup alimentées par mon propre cheminement, je dirais, et ma propre relation existentielle, on va dire, pour dire un gros mot, par rapport à ce qui se passait aussi dans le monde autour de nous. Et c'est aussi pour ça que j'ai cette injonction de soyez imprudents les enfants, puisque l'imprudence, j'en suis sûre, est quand même la clé du bonheur, on va dire, et de la joie, en tout cas, et de quelque chose qui est d'une meilleure adéquation à l'existence. On reparlera de ce titre. Je vais continuer dans l'ordre. Leïla Slimani, vous publiez vos chansons douces chez Gallimard. Alors méfiez-vous de ce titre, méfiez-vous de Leïla, qui est une jeune femme ravissante et douce, qui cache un écrivain extrêmement cruel, à la plume très acérée. C'est votre deuxième roman, après Le Jardin de l'Ogre, publié également chez Gallimard. Un roman que votre mère, qui ne manque pas d'esprit, avait rebaptisé Madame Bovary X. Vous y contiez les affres d'une jeune femme qui souffrait d'une addiction sexuelle. C'était trouble, c'était tendre, c'était violent et sensible, et c'est exactement les mêmes termes que j'emploierais pour votre deuxième roman. Honnêtement, moi je me demandais qu'est-ce que vous alliez pouvoir faire après ce premier roman coup de poing. Eh bien, c'est un autre coup de poing dans la figure qu'on reçoit dès le premier chapitre, dans un premier chapitre qui est vraiment, je trouve, étonnant d'écriture, de composition et de maturité. On lit ces 3 pages et on sait qu'on a affaire à un vrai et grand écrivain. C'est une mère qui rentre de bonne heure, comme on fait tous, pour faire une surprise à ses enfants. Elle travaille beaucoup et un après-midi, elle se dit qu'elle va arriver plus tôt sans prévenir personne. Et là, c'est une tragédie qui l'attend, puisque les enfants ont été assassinés par une personne dont on va comprendre que c'est leur nounou. Le roman remonte le fil de cette histoire atroce pour essayer d'en comprendre le fonctionnement. Alors c'est vraiment un thriller domestique qu'on lit d'une traite. Nous, on sait comment ça va finir. Les parents, évidemment, ne savent pas. Et moi, je trouve que tout le livre, j'avais envie de les prévenir. Je me disais, mais comment les prévenir de ce qui va leur arriver ? C'est très efficace et en même temps, pour moi, c'est un roman très intéressant parce que c'est un roman à double fond. C'est un roman qui interroge le statut des mères aujourd'hui et je suis sûre que beaucoup d'entre vous savent à quel point c'est difficile d'être une mère parfaite, de travailler parfaitement aussi dans son métier, et toutes ces injonctions contradictoires, Leïla les réunit dans ce roman qui raconte aussi la souffrance des mères.
Je crois que ce roman terrible, Leïla, j'ose même pas vous demander si vous avez une nounou pour garder votre fils cette année, hein, mais il est né, vous nous direz après, il est né de la lecture d'un fait divers. Racontez-nous. Oui, il est né de... D'abord, bonjour à tous. Il est né effectivement de la lecture d'un fait divers en 2012 à New York. J'avais lu ce fait divers, je me souviens très bien de l'article dans Paris Match, et c'était un couple qui vivait dans l'Upper East Side à New York, un couple qui avait très bien réussi, ils avaient 3 enfants, le mari travaillait à la télévision, gagnait très bien sa vie, et la femme qui avait fait des études d'histoire de l'art avait arrêté de travailler pour s'occuper du 2e enfant qui à l'époque était tout petit. Elle avait engagé une nounou pour l'aider parce qu'elle donnait en même temps quelques cours, et ils se sont beaucoup attachés à cette femme d'origine dominicaine. Ils sont même allés avec elle en République dominicaine dans sa famille. Enfin, apparemment, voilà, une entente parfaite. Et un jour, comme dans mon livre, un jour cette femme a raccompagné sa petite fille du cours de danse. Sa petite fille se sentait pas bien, donc elles sont rentrées plus tôt que prévu. Et quand elle est arrivée chez elle, la nourrice avait assassiné ses 2 enfants et avait essayé de se tuer. Et j'ai suivi en fait le procès de cette nounou. J'ai suivi ce qui est arrivé après, surtout parce que cette personnalité, la personnalité de la nounou était extrêmement mystérieuse. Cette femme a d'abord plaidé la folie, puis ensuite, on a fait des recherches sur son passé. Et je me suis rendu compte, voilà, du ressort romanesque de cette histoire. Et effectivement, après, j'ai moi-même cherché une nounou. Et pour répondre à votre question, j'ai une nounou qui n'a pas lu le livre. J'ai fait disparaître tout exemplaire du livre de chez moi. Elle me demande tout le temps quand est-ce que je vais lui signer. Je dis non, mais je vous promets, j'ai oublié, mais la prochaine fois. Donc je rase les murs. J'évite au maximum d'aborder la question. Faites-lui lire le premier. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, c'est ce rapport très ambigu qu'on peut avoir avec la femme à qui on confie la sécurité de nos enfants, à qui on demande de manifester de l'affection, voire de l'amour pour nos enfants. Donc ce lien qui est quand même très très étrange. Et c'est un lien de pouvoir aussi, parce qu'on donne à une femme du pouvoir sur nous dans la mesure où elle a du pouvoir sur nos enfants. Et donc, cette relation employeur-employé qui devrait être, d'une certaine façon, d'un seul... voilà, c'est l'employeur qui a pouvoir sur l'employé. Ben là, c'est beaucoup moins simple que ça, puisque l'employé a, d'une certaine façon, un pouvoir aussi sur vous. Voilà. On reparlera aussi du titre. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous signez, vous, Le Dernier des Nôtres chez Grasset. Alors, vous avez su vous faire attendre, puisque, si j'ai bien compté, nous avons attendu 6 ans depuis Fourrure, votre premier roman, qui était paru chez Stock. Alors, on vous pardonne aisément, dès votre premier chapitre, tant Le Dernier des Nôtres est un véritable page-turner, comme on dit, à la construction romanesque sophistiquée et qui, je trouve, rappelle le bonheur de lecture qu'on a pu avoir avec des grands romans très romanesques, le pléonasme est volontaire, des grands livres à la narration sophistiquée à l'anglo-saxonne. Alors vous y filez une intrigue sur 2 époques. 1969, Werner est un héros jeune, beau, qui dévore le monde. Vous nous faites le coup classique du prince et de la bergère, ou plutôt d'ailleurs du berger et de la princesse, puisque ce héros encore désargenté tombe raide amoureux d'une belle héritière, comme, je dirais, seul New York sait en fabriquer, une heureuse du monde. Alors Werner a une technique de drague très très particulière que vous allez nous raconter, qui est absolument géniale d'un point de vue romanesque, d'un point de vue carrosserie, je ne sais pas. Ils vont vivre une très grande histoire d'amour qui va être empêchée par une histoire du passé, il ne faut pas trop en dire. Et puis, vous filez votre intrigue sur une 2e époque, avec un ton très différent, et c'est aussi une chose que j'admire beaucoup dans votre livre, c'est la manière dont vous avez d'écrire vraiment sur 2 tons, 2 notes différentes. Vous nous plongez dans l'horreur de l'Allemagne de la Deuxième Guerre mondiale, une femme enceinte jusqu'aux yeux qui explose sous une bombe et qui va consacrer son dernier souffle à donner naissance à un petit garçon qu'elle a juste le temps de prénommer Werner. Et donc vous comprendrez très vite comment les 2 histoires s'emboîtent. C'est un grand roman d'amour furieusement romantique et en même temps qui dévoile une page d'histoire que moi je ne connaissais pas du tout, une opération que vous allez nous raconter qui s'appelle Paperclip. De quelle envie est né ce roman ? Pourquoi 6 ans ? En même temps, pourquoi 6 ans ? Parce que c'est un très gros roman, très sophistiqué. Comment ça s'est passé ? L'étincelle de ce 2e roman ?
Alors bonjour à tous aussi. Alors je tiens tout de suite à dire qu'effectivement c'est un gros roman, mais j'espère qu'on est embarqué dans cette histoire. Oh, j'espère que les lecteurs l'ont compris. Voilà, et que les pages se mangent assez vite. Il y a plein de choses qui ont fait que je me suis lancée dans cette histoire. D'abord il y a ce personnage de Werner, c'est la première fois que je suis à ce point-là habité par un personnage. Pour moi, vraiment, il existe. J'en étais même un peu raide dingue, je dois dire, de ce garçon. Il a été très présent pour moi. Et puis, il y a eu plusieurs époques comme ça que j'ai eu envie de revisiter parce que, alors, la guerre, c'est mon grand-père qui est mort il y a 2 ans et qui a été un grand résistant. Il n'a jamais rien dit de sa résistance. Et je pense qu'à travers cette histoire, j'ai aussi revisité cette période extrêmement trouble dont on connaît finalement pas toutes les ficelles et que j'avais vraiment envie de les explorer. Et à travers un de mes personnages, on est sur ce secret de la guerre. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'ont fait les gens avant nous, nos pères, nos mères? Est-ce qu'on aurait su, nous, de quel côté tomber? Et puis, il y a cette opération Paperclip. C'est vrai, quand j'ai découvert cette fameuse mission secrète, j'ai été absolument stupéfaite. L'opération Paperclip, c'est comment... En fait, à la fin de la guerre, il y a un jeune savant qui s'appelait Von Braun, qui avait été l'inventeur des tout premiers missiles V2 avec lesquels on a bombardé Londres, des missiles dont on pensait qu'il allait changer le cours de la guerre. Le Führer Hitler comptait beaucoup dessus. A été embarqué avec 117 savants nazis par les Américains, qui ne voulaient surtout pas qu'il tombe entre les mains des Soviétiques. Il est parti aux États-Unis et il est devenu le responsable du programme spatial américain. Et c'est grâce à lui que les Américains ont été sur la Lune. Donc c'était un raccourci d'histoire que j'ai trouvé fascinant et que j'ai voulu explorer à travers cette autre période où mes héros, qui sont finalement pas du tout faits l'un pour l'autre, et c'est souvent dans ces cas-là que la passion est la plus acharnée, on va dire, eux se retrouvent une génération plus tard, dans les années 70, un peu vibrillonnantes, d'Andy Warhol, la Factory et ces années très créatives, et on va comprendre finalement assez vite comment se lient les 2 intrigues. Nina Bouraoui, vous publiez Beau Rivage chez Lattès. Ce que j'aime dans ce roman, c'est que dès la première page, on y retrouve votre écriture extrêmement fluide, extrêmement charmeuse, vraiment magnifique et poétique. Et vous appartenez à ces auteurs que j'adore lire à haute voix. Cette écriture, elle était déjà présente dans vos romans précédents, déjà nombreux. Je pense que vous avez dépassé la dizaine. Alors évidemment, La Voyeuse interdite, qui vous a fait connaître en 1991, c'est dingue. Dorian Gray, c'est vous. Ça serait l'objet d'un autre débat. Je pourrais vous demander votre secret. La Vie heureuse, Mes mauvaises pensées, qui était édité par Jean-Marc Roberts. Comme vous d'ailleurs, Adélaïde, qui est disparue. Sûrement il nous regarde d'ailleurs, où qu'il soit. Et vous êtes maintenant publié par Karina Ossine chez Lattès. Alors Beau Rivage, c'est le roman d'un cœur brisé. Après une histoire forte et belle de 8 ans, Adrian annonce à la narratrice qu'il la quitte parce qu'il a rencontré une autre femme. Alors votre livre, c'est l'histoire d'une longue traversée de la sidération à la possibilité d'un autre amour, au cours de laquelle vous racontez la dévastation, la tristesse qui fait fondre le corps. Votre narratrice est vraiment en boucle, enfermée, volontaire d'ailleurs, dans son malheur. C'est un roman sur la rupture, mais qui, évidemment, en miroir, interroge ce que c'est que l'amour. C'est un roman ultra-moderne, je trouve, qui raconte comment les réseaux sociaux, et ici un blog, ajoutent encore au malheur de la rupture. Et c'est un roman ultra-contemporain qui s'ouvre le 14 janvier 2015, une semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher. C'était important de raconter cette histoire dans cette époque-là, à ce moment-là. Ça change tout. Et ça change rien, ça rajoute au malheur. Je trouve que c'est une dimension très forte et très intéressante de votre livre, l'époque. Bonjour à tous. Je vous regarde pas trop parce que ça fait un peu peur. C'est très impressionnant. Moi non plus, je vous regarde vous, mais j'essaye de... C'est mon 15e roman.
Et c'est mon 15e roman, et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est le premier roman, que je suis assez vierge de mon passé. C'est peut-être ça, le truc d'Oriane Gray, c'est à chaque fois, c'est une renaissance. Et à chaque fois, je me demande ce que je vais faire de nouveau. J'ai toujours peur d'avoir ce fantasme épouvantable qui traverse chaque auteur, d'écrire toujours le même livre. Donc j'essaie à chaque fois de déconstruire ce que j'ai construit, tout en gardant quand même une certaine ligne, un peu de, comment dirais-je, pas de sentimentalisme, mais je suis quelqu'un pour qui le désir et l'amour comptent énormément. Et dans mes livres, ils ont toujours une place très forte, que ce soit des amours malheureux, heureux, parce que je pense que nous ne pouvons pas vivre sans amour. Alors pourquoi le livre est pris dans ce segment des attentats ? Pour 2 raisons. Parce que Beau Rivage, c'est d'après une histoire vraie. Ce n'est pas mon chagrin, mais c'est un chagrin que j'ai absorbé de quelqu'un qui est très proche de moi. Et dans sa temporalité, en effet, elle a reçu un SMS d'un certain Adrian quelques jours après l'attentat d'Hypercacher et de Charlie. Et puis elle rencontre le jeune Sacha... et je ne livrerai pas la fin, le 13 novembre. Et puis, seconde raison, c'est que je suis un écrivain, donc un témoin de mon époque. Et après le 13 novembre, j'ai cessé d'écrire parce que tout me semblait absolument vain, inutile. Tout me semblait d'une banalité affligeante. Et je crois que, comme chacun d'entre nous, j'ai été percutée par la sauvagerie qui nous a touchés de très près, puisque je suis aussi parisienne. Et je suis une citoyenne, je suis un être humain, et il était impossible de m'exclure de cette expérience de la barbarie. Je ne voulais pas non plus m'appesantir par pudeur, parce que j'ai eu la chance de ne pas être victime en première ligne. Mais il était important dans cette histoire que je voulais... c'est un sujet extrêmement banal, une séparation amoureuse. Et je le voulais parce que c'est universel et que nous avons tous eu, quiconque a aimé, a tous eu un chagrin d'amour. Et c'est tout une fois dans sa vie. En tous les cas, je le souhaite pour tout le monde parce que on apprend sur soi, on apprend sur ses défenses, sur sa résistance, sur son entourage. On apprend sur ses abandons bien plus enfouis. Et de pouvoir mêler ce chagrin d'amour à un séisme gigantesque qui nous touchait, ça voulait dire aussi quelque chose de très important. Ça voulait dire que malgré tout, la vie continue, que nous avons le droit de pleurer sur notre sort, nous avons le droit de pleurnicher, nous avons le droit de rire, nous avons le droit de ne plus désirer, en dépit des événements qui nous ont frappés d'une force hallucinante. Et Beau Rivage, c'est aussi, vous l'avez très justement dit, une réflexion sur l'amour. Pourquoi c'est si douloureux d'être quitté? Parce que finalement, l'amour, c'est se mélanger à l'autre. Ce n'est pas se fondre, je ne crois pas en la fusion, mais c'est un ajout. Et lorsque l'autre vous quitte, il s'empare de cette part de vous-même. Et on se retrouve des années plus tard comme avant, c'est-à-dire comme l'enfant nu, comme l'enfant démuni. Et ce n'est pas seulement la peau de l'autre, ce n'est pas sa chaleur, ce n'est pas sa voix, ce n'est pas seulement le vent dans les cheveux, ce n'est pas seulement une chanson douce à la radio, c'est pas ça qui va nous manquer. C'est nous-mêmes, cette part étrange qui est devenue étrangère, que l'autre a emportée. Et c'est ça qu'il faut réinvestir. Et Beau Rivage, c'est l'histoire de ça, la reconquête de soi, parce que l'amour a été kidnappé, et une partie de soi a été kidnappée. Et c'est d'ailleurs, je trouve, une des vertus de votre roman, c'est que quand on le lit, très très souvent, on se dit « mais c'est moi ». C'est un livre qui est extrêmement miroir de chaque personne, donc je pense à peu près tout le monde qui a connu un chagrin d'amour. Ça sonne extrêmement juste. Il y a un moment, il lui dit « je serai toujours là pour toi » et vous dites « je déteste cette phrase » et c'est une phrase qu'on a tous entendue une fois. Mais parce que je voulais aussi, c'est pas un livre ni souffreteux ni larmoyant, pas du tout. Je voulais que ce soit un roman médicament. C'est-à-dire que quand on souffre, on a un film fétiche. Moi, ça a été... mais je crois que vous aimez bien Nos plus belles années.
voilà. Il y a une chanson fétiche. Et je voulais... voilà, je pense que la littérature a aussi pour mission de sauver un temps, le temps de la lecture. Je ne suis pas orgueilleuse, hein, j'ai beaucoup d'humilité, mais a mis pour mission de sauver les cœurs brisés. J'en suis persuadée. Moi, les livres d'Annie Ernaux m'ont sauvée à une époque. Les livres d'Hervé Guibert m'ont sauvée à une époque. Et je crois que la littérature a aussi cette mission, tout d'un coup, d'être un compagnon de déroute. En préparant ce débat, je cherchais les passerelles entre vos 4 livres qui sont très différents, qui sont tous un peu clair-obscur d'ailleurs, et j'ai été frappée par les titres. Vous avez toutes des titres très beaux, très trompeurs parfois. Leïla, comment vous avez trouvé votre titre ? C'est très important. Hier, je parlais avec Catherine Cusset, dont j'ai adoré le livre aussi, qui me dit qu'elle a mis des semaines à trouver le titre, que son éditeur la pressait et qu'elle n'arrivait pas. Et le titre est d'ailleurs très beau. Comment vous avez trouvé vos titres, chacune d'entre vous ? Moi, c'est venu par une image, parce que il y a une image un peu répétitive dans mon livre, qui est le retour de la maman à la maison. À chaque fois, enfin plusieurs fois dans le livre, elle rentre chez elle et puis elle trouve la nounou. C'était aussi un moment de suspense, puisqu'à chaque fois le lecteur se dit « Oh là là, est-ce que c'est là qu'elle va rentrer et que ce sera le drame ?» Et j'avais cette image de la maman qui rentre et qui entend la nounou chanter une berceuse à ses enfants, puisqu'elle est en train de la coucher. Donc cette chanson très connue, enfin que tout le monde connaît, cette chanson douce, m'a bercée pendant tout l'écriture du livre. Et à la fin du livre, ça m'a paru évident. Je me suis dit « Bah oui, évidemment, chanson douce ». C'est comme ça que c'est arrivé. En plus, il y a un titre et un sous-titre. Il y a un titre et un sous-titre. C'est vrai, alors le titre, il est venu tout de suite. C'est drôle parce que le tout premier chapitre que j'ai écrit, vous y avez fait brièvement allusion, c'est la naissance de mon héros. Parce que finalement, vous, lecteurs, vous en saurez plus que le héros quasiment dès le début du livre. Ce garçon naît dans les bombardements de Dresde, sa mère meurt en lui donnant naissance, et la seule chose qu'elle a le temps de laisser à cet enfant, qui ne saura plus tard absolument rien de son passé et de son destin, c'est cette phrase « Ne changez pas son nom, il est le dernier des nôtres ». Et donc c'est vrai que ce titre, que je pensais au départ un titre de travail, m'a accompagnée depuis le début. Quand j'ai remis le manuscrit à Olivier Nora, qui est d'ailleurs dans cette pièce, je me suis dit, il va sans doute le changer, c'est un titre de travail. Et finalement, non, ils ont aimé ce titre parce que c'est vrai qu'il résume beaucoup des questions que je pose dans ce livre, à savoir... quelle est notre identité, qui sommes-nous, à quel point sommes-nous le fruit de nos parents, à quel point sommes-nous libres aussi. Est-ce qu'on est le fruit de notre génétique, est-ce qu'on est le fruit de nos actes, est-ce qu'on a vraiment la capacité de changer notre vie, de changer notre destin, de le construire. Mon héros le croit, c'est quelqu'un qui croit profondément à la volonté, et il va tomber sur une femme qui, elle, croit peut-être plus à la grâce, et ces deux opposés vont les forcer à trouver quelque chose entre les deux, parce qu'on n'est pas uniquement créateur de sa vie et on n'est pas uniquement passif face à sa vie. Voilà. Beau rivage. Alors moi, c'est un titre très romantique en fait, parce que l'histoire est très romantique quand même. Voilà, 2 amants qui se quittent et l'un d'entre eux qui va souffrir de chagrin. Et j'avais pensé, il y a une scène à l'hôtel Lutetia qui est là, c'est en travaux, mais ça c'est très parisien, pardon, et très déplacé. Et je voulais Beau Rivage. Il y a beaucoup d'hôtels qui s'appellent Beau Rivage, dont un à Lausanne qui est magnifique, même si là la Suisse c'est plutôt Zurich. Et finalement, Beau Rivage est devenu Beau Rivage au pluriel parce qu'il était important que ce soit aussi un roman de l'espérance et de se dire que l'amour revient toujours et que ces beaux rivages, ce sont nos sentiments. Véronique, quand j'ai reçu le livre, je l'ai tout de suite mis sur la bonne pile, tellement j'aimais ce titre. Ça, c'est gentil. Soyez imprudents, les enfants. Alors moi, c'est un peu comme Catherine Cusset, je savais pas qu'elle avait du mal qu'elle mettait du temps à trouver les... C'est pas du mal, mais c'est du temps à trouver les titres. Moi, je mets énormément de temps à trouver les titres, à tel point que j'envoie toujours le manuscrit sans titre. Alors, mon éditrice, qui est elle aussi dans la salle à l'habitude, elle a le nom de fichier. Donc là, c'était absurde. Pour ce roman, c'était Hotel Paradise. Donc, il n'y a aucun hôtel dans l'histoire. Aucun Hotel Paradise. Mais c'est pas grave. Ça peut s'appeler n'importe comment, en fait. Je m'en fiche. C'est juste pour le repérer, on va dire. Et après, quand je donne mon manuscrit, je vais réfléchir vraiment à ce que j'ai voulu mettre dans ce texte. Parce que...
avec un titre comme Soyez imprudents les enfants, si j'avais commencé avec ce titre, j'aurais été, il me semble, dans une espèce de démonstration de « Allez maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que l'imprudence ». Et ça ressemble tellement à une injonction que ça aurait été... j'aurais vraiment eu craint d'être démonstrative. Et du coup, en revanche, quand après j'ai relu attentivement mon texte et j'ai vu, en fait, c'est très étonnant, vous savez, ce genre de choses, parce que vous relisez votre roman et vous l'écrivez quand même la moitié du temps quand même dans l'obscurité. Enfin, oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose, vous écrivez quand même beaucoup à l'aveuglette aussi. Et puis, tout à coup, des choses se dessinent. C'est toujours très bizarre au début de parler, par exemple, je pense que c'est un peu pareil pour vous, parce que pour Goutte romancier, c'est pareil. C'est, en fait, au début, quand il faut parler du roman, vous ne savez absolument pas quoi en dire, vous êtes sec, vous dites, bon, il faut en parler, il faut que je trouve quelque chose. Et après, peu à peu, on comprend mieux ce qu'on a voulu faire. C'est comme si c'était caché dans un tout petit endroit de notre tête et qu'on avait été chercher quelque chose là. Et donc, soyez imprudents les enfants, c'est une phrase qu'un personnage dit à deux jeunes garçons, deux jeunes hommes dans le livre, une mère en fait qui dit ça. Et enfin, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de fondamental pour moi, ça. C'était une phrase que j'avais lue il y a de ça 20 ans dans un livre de Giono qui s'appelle Le Hussard sur le toit, où il y avait une mère qui écrivait, c'est la mère du hussard. Enfin, je ne sais pas, vous vous souvenez, Le Hussard sur le toit, c'est ce garçon qui quitte Manosque, c'est par des temps de choléra et qui doit rejoindre l'Italie. Et donc c'est terrible parce qu'évidemment, c'est dans ces temps d'épidémie, ce n'est pas un voyage de tourpeau. Et il reçoit une lettre, il arrive à recevoir une lettre de sa mère, et à la fin de la lettre, sa mère lui écrit, elle lui dit et surtout mon fils, sois le plus imprudent possible, c'est le seul moyen d'avoir du plaisir à vivre dans ce monde de manufacture. Je lis ça. Alors en fait, apparemment, quelqu'un m'a dit que c'était pas. Je l'ai comme ça dans la tête aussi, mais elle n'est pas tout à fait comme ça. Déjà, elle dit pas mon fils, elle dit mon petit ou je sais pas quoi. Mais c'est pas tout à fait la même phrase, mais c'est pas grave. C'est celle-là que j'ai en tête en tout cas, et que j'ai en tête depuis toutes ces années, et qui au début m'a vraiment troublée parce que je me suis dit mais c'est très étrange, une mère qui enjoint à son fils d'être imprudent. Je me suis dit c'est totalement irresponsable. Et moi j'ai 3 enfants, et des grands, des petits. Et en fait, je me suis rendu compte, en les voyant grandir, qu'en fait, c'était ça que je voulais leur dire. C'était ça, en fait. Alors, au début, j'ai cru que ça allait être très dur à dire. Et en fait, c'est pas si dur que ça à dire. Et qu'en fait, leur dire ça, c'était leur faire confiance. C'est leur dire, mais voilà, prends du plaisir, aie du plaisir. Va-t'en. Mais va-t'en, je t'aime très fort, mais va-t'en. Et surtout, va loin. Et c'était, finalement, c'était ça ce que j'étais censée faire. Et donc, quand j'ai écrit Soyez imprudents les enfants, ce titre, pour moi, c'était évident tout à coup. C'était quelque chose qui me servait de fil à plomb depuis tellement d'années en tant que personne, parce que moi justement je crois qu'on me l'a pas assez dit quand j'étais enfant d'être imprudente. On m'a appris à avoir peur de tout, à avoir peur des gens, à avoir peur des étrangers, à avoir peur de moi-même, à avoir peur de pas plaire, à avoir peur quoi. Et la peur est quand même notre premier empêchement, il me semble. Ça nous empêche de faire plein de choses, de partir, de quitter un boulot, de quitter quelqu'un, de faire des choses en tout cas. Et donc je me suis toujours dit, moi j'ai toujours lutté contre cette peur qu'on m'avait inculquée. Je peux vous dire, c'est difficile de l'extraire de soi. Donc j'ai toujours appliqué ça à ma propre existence, et je me suis dit, mais en fait il faut absolument que je l'applique aussi pour eux, pour mes enfants. Et donc c'est quand j'ai écrit ce titre, je me suis dit, mais c'est tellement ça que j'ai envie de dire en ce moment, et j'ai envie d'être, et j'ai envie de vous dire, en fait, de dire à tout le monde. C'est un très bon conseil. Dites-le à vos enfants. Vous disiez une chose intéressante. Vous disiez quand on écrit à l'aveuglette. Leïla, vous qui avez fait ce roman tellement précis, tellement composé, vous écrivez aussi à l'aveuglette, ou au contraire, vous avez un plan très précis? Comment est-ce que vous avez écrit ce livre? Non, j'ai écrit, moi aussi, je comprends tout à fait ce que dit Véronique, à l'aveuglette, c'est-à-dire que les choses, on a l'impression, vous savez, c'est comme quand vous développez une photo, c'est-à-dire que vous mettez quelque chose et puis vous voyez apparaître des couleurs, des formes, un visage, et puis après, ce visage va s'imposer et vous allez essayer de suivre sa logique. C'est marrant parce que souvent les lecteurs, quand ils nous entendent parler de nos personnages, disent mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que vous vivez avec ces personnages qui vous imposent des choses? Est-ce que vous en rajoutez pas? Et en fait, je crois que non, on n'en rajoute pas. C'est-à-dire que moi, en tout cas, j'écris à l'aveuglette, et au bout d'un moment, c'est vraiment le personnage qui m'impose sa logique, qui m'impose sa cohérence et qui m'oblige presque à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et là, voilà, c'était le personnage de Louise, donc le personnage de la nounou, qui a finalement construit
construit ce livre et qui m'a permis de trouver cette forme un peu éclatée, qui va un peu dans le passé, qui cherche comme ça dans les mystères de l'âme de Louise. C'est vraiment elle qui m'a imposé cette forme-là. Et parfois, vous n'étiez pas effrayée parce que vous étiez en train d'écrire, peut-être justement un peu malgré vous, par cette histoire si terrible, par cette femme, il ne faut pas en dire trop non plus, mais cette femme en tous les cas terrible, on va dire. Si, j'étais effrayée, il y avait un côté cathartique, il y avait un côté... d'une certaine façon, c'était tous mes cauchemars aussi de mère, de jeune mère qui ressurgissaient avec l'écriture de ce livre. Mais c'est un peu comme dans mon premier roman, il y avait aussi la volonté d'aller jusqu'au bout de l'horreur, du drame, de la difficulté et de toucher justement plus près la solitude de cette femme, sa dérive, sa folie. Et donc finalement, ça faisait que j'étais dans un autre monde. Je regardais plus les choses comme quelque chose qui pouvait m'arriver ou auquel je m'identifiais. J'étais dans le monde de Louise et je me contentais de décrire ce que je voyais d'elle, ce que j'imaginais d'elle. D'ailleurs, peut-être le point commun entre les deux livres, c'est que ce sont deux livres sur la solitude. Ah oui, complètement. Oui. Je crois que c'est le thème, c'est vraiment le thème sur lequel j'ai envie d'écrire, sur la solitude et puis sur... justement le fait que c'est quasiment impossible de sortir de la solitude, que les relations humaines, les relations intimes, elles sont une sorte de succédanée à la solitude, qu'elles comblent certains moments, mais qu'en réalité, on est toujours seul. Et que certaines personnes le supportent plus ou moins, et que pour d'autres, ça peut mener à la folie, au drame. Alors vous, Adélaïde, je vous imaginais avec un plan hyper sophistiqué, parce que la construction l'est tellement, la manière que vous avez de jouer entre les deux époques. Comment est-ce que vous avez écrit? Moins à l'aveuglette, peut-être? Mais non, alors en fait, c'est drôle. Enfin, alors pas l'aveuglette. C'est pas l'aveuglette, c'est quelque chose d'assez magique. En même temps, franchement, c'est le pur plaisir quand on a la chance d'aimer écrire, c'est que par moments, vraiment, les choses vous apparaissent. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez... C'est comme si vous suiviez presque votre stylo. Il y a effectivement les personnages qui vous emmènent. Ensuite, quand vous vous arrêtez, vous dites « Ah oui, ça, c'est sans doute venu de ce que m'a dit tel ami. Ça, c'est venu d'un vieux souvenir d'enfance. Ça, c'était une odeur que j'ai eue quand j'avais 20 ans au Maroc. » Ça. Après, vous pouvez reconstituer. Mais sur le moment, il y a une espèce d'alchimie absolument magique qui fait que, hop, ça prend. Il y a un précipité. Et c'est absolument, c'est extrêmement satisfaisant parce que c'est comme quand, ça vous est forcément arrivé quand on lit un livre et qu'on a envie de noter une phrase. Et cette phrase, on a envie de la noter, pourquoi? Parce que c'est une intensité de vie. C'est-à-dire que c'est un moment où on se dit, mais c'est tellement vrai. C'est tellement comme ça, la vie. Et du coup, quand on écrit par moments, on a ces moments-là. Alors après, il y a des moments où, au contraire, on nettoie, on rame. Les personnages, effectivement, sont en pleine crise d'adolescence et veulent absolument pas faire ce que vous leur demandez. Enfin bon, c'est pas que comme ça. Mais quand on a ces petits moments-là, c'est vraiment, ça justifie tout le reste, je trouve. Et vous, Nina, est-ce que vous saviez... Il faut évidemment pas dévoiler la fin, mais est-ce que vous saviez comment ça allait finir au début de votre livre? Ah oui, alors moi, c'est pas du tout à l'aveuglette. Peut-être parce que je suis quelqu'un qui vit dans la peur, j'en parlais tout à l'heure. Et j'ai besoin d'être très, très rassurée sur mes plans. J'ai une vision très graphique de mes livres. Parce que je fais du dessin et que je dessine beaucoup sur du papier canson avec un stylo à plume. Et mes livres sont construits ainsi, c'est-à-dire que chaque idée, chaque couleur, chaque lumière, chaque mouvement est noté de 1 à 100, 300, 400, 500. C'est quelque chose de très obsessionnel chez moi, qui n'est pas fou, mais mon obsession m'encadre, m'en sert. Avant le livre, j'ai des mois de doute, et Karina Houssine, qui est aussi ici mon éditrice, le sait. J'ai peur, je ne sais plus écrire. Il y a c'est des mois de gouffre absolu qui sont très compliqués à gérer, parce que finalement, l'écriture revient toujours, et c'est le moment de grâce que tu évoquais tout à l'heure, et qui est comme... c'est une addiction, hein, l'écriture. Quand on a perdu ça, c'est très compliqué. Enfin, il faut absolument le récupérer. Mais mes livres sont très serrés, les plans sont très serrés. J'ai aussi une vision photographique, cinématographique. Toutes les scènes sont en chair, donc je ne vais pas du tout... je sais exactement où je vais. Il faut juste un détonateur, un déclencheur. Et quand une fois le plan est terminé, il faut la grâce de l'écriture. Elle est longue à venir, mais quand elle vient, c'est un plaisir
inouïe, hypnotique. Moi, j'ai toujours dit que j'avais accès à un second monde. Et je crois qu'en hypnothérapie, justement, on trouve dans le cerveau, il y a une zone où tout d'un coup, on a accès à des souvenirs très enfouis, des images très enfouies. Cette zone, en fait, on est connecté à elle quand on écrit. Et donc, c'est pas loin de l'hypnose, même si on est très concentré. Il y a quelque chose de l'ordre, pas de la transfiguration, mais on est quelqu'un d'autre quand on est dans cette écriture-là. Et c'est une expérience pour moi qui est presque mystique, où j'ai vraiment accès à quelque chose de l'ordre, de l'extraordinaire. Vous comprenez ce que dit Nina? Ça vous est arrivé? Oh, Leïla, oui, vous avez l'air. Oui, moi, ça m'est arrivé pendant l'écriture de mon premier roman. J'ai vécu des moments, mais c'est difficile à décrire, d'exaltation, de bonheur absolument intense, parce que vous avez l'impression de toucher quelque chose que vous avez toujours cherché, ou que vous avez cherché pendant très très longtemps, de rencontrer exactement, enfin, qu'il y a la rencontre exacte entre des souvenirs, votre personnage, les mots, enfin quelque chose d'extraordinaire, de très difficile à partager. Donc du coup, il y a une recherche, j'écris beaucoup sur la solitude, mais l'écriture demande aussi beaucoup cette solitude. Il y a un plaisir en fait de la solitude que moi je ressens dans l'écriture, et c'est aussi ça qui me nourrit beaucoup, ce plaisir d'être seule et d'aller chercher quelque chose très très profondément. Adélaïde. Je suis d'accord, c'est à la fois seul et très accompagné. Parce que c'est très bizarre, parce que c'est vrai qu'en même temps, ce qu'il y a de génial, c'est que, bon, la réalité, on vit tous des choses qui peuvent être dures, bien difficiles. C'est rare de se connecter à quelqu'un. C'est très rare, finalement, d'arriver vraiment à communiquer avec quelqu'un. Et là, ce que je trouve assez magique, moi, dans l'écriture, c'est d'abord, on est d'autres personnes, on a d'autres vies que la sienne. Et ça, c'est très doux. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que quand vous, lecteurs, vous lisez, les endroits où nous, on a pleuré, je crois, en écrivant, vous, ça va probablement vous émouvoir, et les endroits où on a ri, ça va vous faire rire. Donc il y a tout d'un coup une espèce de communication qui se fait, qui fait qu'on échange les uns les autres plus qu'on pourrait échanger avec des gens qu'on voit pendant des années au bureau, ou avec des gens qu'on voit pendant des années à des dîners, où finalement, on se dit infiniment moins de choses que ce qu'on se dit en lisant un livre qu'on adore, ou que ce qu'on se dit en écrivant un livre pour vous. Et ça, je trouve ça, pour moi, c'est presque de la magie noire. Donc c'est mystique ou magie noire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Non, mais c'est un rendez-vous amoureux. Écrire, retrouver son livre chaque matin, c'est pour ça que les écrivains sont des amoureux compliqués. Il ne faut pas les aimer, les écrivains. C'est compliqué parce que le livre prend cette place. Le désir, c'est charnel, c'est presque sexuel. Il y a quelque chose dans la création de pulsionnel, même si moi il est très encadré, mais le corps est toujours investi de ça. Enfin, moi je trouve qu'on ne peut absolument pas séparer le corps du mot et le corps de l'esprit. Et c'est un métier en plus qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'hygiène de vie. Le mythe de l'écrivain qui a bu ou qui se drogue reste un mythe. Il faut être vraiment en pleine forme, avoir tous ses esprits. Moi, je vois ça comme vraiment un travail d'athlète et d'endurance. Justement, comment est-ce que vous écrivez? Quelle est votre discipline? Vous écrivez le matin? Vous écrivez... Véronique, vous avez des rituels? Alors, pour revenir là-dessus, parce que c'est intéressant cette affaire-là, je trouve qu'en effet, vous parliez de solitude, et en effet, il y a quelque chose de cet ordre-là. Déjà, on travaille sur la solitude, notre solitude intrinsèque, quoi. Mais le fait, tu disais, Nina, le fait que finalement, on est des gens pas si faciles à vivre quand on est écrivain, et je pense en fait le fait d'être tout le temps accompagné. Quand on est écrivain, on est tout le temps accompagné. On est accompagné par cette histoire qu'on est en train d'écrire. Et enfin, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je me réveille la nuit, je me réveille 22 000 fois la nuit. Tout de suite, j'y pense et je cogite. Alors, je me lève, j'écris. Là, je me retourne me coucher. Hop. Alors, je continue à réfléchir. Hop, j'essaie de m'endormir. Et comme tous les grands insomniaques, je compte les heures. Je me dis, là, j'ai dormi une demi-heure, puis là, encore un quart d'heure. Vous savez combien? 4 heures, bon, ça va, 4 heures. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Un peu comme les gens qui veulent mincir et qui calculent tout ce qu'ils ont mangé dans la journée. Moi, je calcule les quarts d'heure de sommeil. Et donc, le fait d'être accompagné, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes jamais seul. C'est-à-dire moi, je travaille depuis très longtemps dans l'édition, donc dans des entreprises. Hein, et je sais que ça sauve. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans des réunions insupportablement chiantes. Voilà. Et en fait, comme tout le monde, hein, et en fait, ça... C'est là, c'est mon trésor, c'est caché là, et puis j'y pense. Comme
être amoureuse. C'est exactement ça. C'est en fait, voilà, quand vous êtes très amoureux, vous y pensez, vous avez l'impression que ça se voit, que tout le monde le voit sur votre visage. En fait, il y a que vous, voilà. Mais vous avez l'impression que c'est lumineux. Et ben c'est pareil, là. C'est à la fois, donc, je pense que vous avez quand même l'air un peu allumé, évidemment. Mais il y a quelque chose, en effet, qui vous habite. Et c'est tellement fort et tellement miraculeux que quand vous êtes entre deux livres, c'est très compliqué parce que vous n'êtes plus avec ça, vous n'êtes plus accompagné. Alors vous êtes accompagné là en ce moment, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez recommencé à écrire quelque chose, mais quand on est en train juste après la sortie du livre, la publication du livre, on est en train d'en parler, donc en général, il faut quand même être très concentré là-dessus, on a du mal à être reconcentré sur quelque chose de nouveau. Et donc ce moment, il est très particulier parce que la nuit, quand tu te réveilles, tu peux pas te mettre à écrire en fait, c'est quelque chose. Ou alors tu prends des notes. Moi je lis du coup la nuit en ce moment parce que faut bien que je fasse quelque chose. Donc par dormir, je veux dire. Et comme j'y arrive pas, je fais autre chose. Et donc moi les rituels, voilà, c'est quand même des problèmes de sommeil très forts. Donc j'écris la nuit. Écrire la nuit, c'est merveilleux parce que c'est le moment où vous êtes dans justement ce rapport mystique, bizarre qu'on peut avoir avec l'écriture, avec cet endroit dont tu parlais, Nina, cette espèce de connexion qu'on peut avoir avec des endroits assez obscurs de notre cerveau, de notre pensée, de notre cognitif, quoi. Donc en fait, c'est quelque chose qui c'est très propice à ça, la nuit. C'est-à-dire, vous êtes encore plus isolé, tout le monde dort dans la ville, tout le monde dort chez vous, et vous êtes dans ce bourdonnement, votre propre bourdonnement. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette espèce de sensation qu'on a tous la nuit. Vous savez, on ne voit pas les problèmes de la même façon, tout a l'air tragique, vous êtes dans un monde un peu de rêve, un peu étrange, un peu onirique. C'est exactement ça qui se passe. Écrire la nuit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on écrit la journée. Donc moi, j'ai toujours adoré écrire la nuit. C'est pas toujours facile parce que parfois on fatigue un peu, mais en tout cas, j'adore. Léla, vous acquiesciez. Oui, non, j'aime beaucoup ce qu'elle dit quand elle dit c'est mon trésor. Et ça, je trouve que c'est très très juste. C'est-à-dire que c'est vraiment notre trésor. On n'a pas envie de le quitter, on n'a pas envie de le partager. Enfin moi, en tout cas, quand les gens me disent alors ça avance, ça veut dire mais t'en es où ? Je peux pas te dire, j'en suis où ? Comment t'expliquer ? J'en sais rien. Voilà, il vient de lui arriver ça, mais je peux pas t'expliquer pourquoi. Enfin, et ça, le fait de chérir ce trésor qui est secret et qui fait que tout a un sens. C'est-à-dire que tout ce qui vous entoure prend sens. Vous allez au supermarché, vous écoutez la conversation derrière vous, vous vous dites, mais évidemment, il pourrait dire ça, et elle se dirait ça, et parfois vous regardez les gens comme ça, vous les fixez, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'elle a pour elle écoute ma conversation ? Tout a un sens. Et puis on est là, mais on est à côté. C'est-à-dire à la fois on observe de manière très très aiguë toute la réalité, et en même temps on n'est pas totalement dans le réel, et les gens qui vous connaissent, ceux qui vivent avec vous le savent. Mais du coup, tes amis, parfois ils te disent pas, quand ils te racontent une histoire, ils disent tu t'en sers pas. Ouais, c'est toujours maintenant. Tu t'en sers pas, ça. Non, parce que quand même, justement, comme on sert de tout, enfin tout est. Enfin, et pas tout le temps, par moment, c'est merveilleux parce que raconte des histoires horribles, là, tu t'en sers pas de celle. Tout correspond, ce moment de correspondance mystérieuse entre soi, ce qu'on a dans la tête, et puis le monde qui nous entoure, ça c'est merveilleux. Mais t'as pas l'inverse aussi, on te dit ah ben j'ai reconnu cette scène dans ton livre, c'est le truc qui nous est arrivé, et d'un coup on se dit ah ben oui c'est vrai, et je m'étais pas du tout rendu compte que j'avais utilisé cette scène, oui, mais en parfois fait, elle est tellement rentrée dans mon truc, ou non pas du tout, je me suis reconnue dedans, pas du tout, que vas-tu penser, non. Et voilà, oui, ce trésor qu'on chérit, ça c'est très important. Et moi j'écris plutôt le jour justement, parce que moi je me méfie un peu d'écrire la nuit. Ouais, je me méfie un peu de ça. C'est plutôt un moment de réflexion la nuit, moment où je prends des notes, où je vais regarder des films, où je vais être plutôt dans un moment de maturation d'idées. Mais j'écris plutôt le jour. Adélaïde, sans trahir votre vie, vous avez des jumeaux tout petits, vous êtes directrice d'un journal. Oui. Vous écrivez quand ? Alors moi, effectivement, la nuit, je dors. Ça fait 2 ans que mon mari se lamente parce que j'ai pas passé un générique de film le soir parce que je tombe, je n'y arrive pas. En revanche, je me réveille très tôt. Et c'est vrai que j'adore le matin pour écrire parce qu'on est parfaitement frais, on est parfaitement joyeux. Il n'y a pas de coup de fil, les enfants dorment encore, le mari dort encore, la maison est à soi. Et c'est une petite bulle assez magique de temps où l'esprit va très vite, où je me fais des litres
litre entier de thé et c'est juste un grand bonheur effectivement de retrouver la matière qui m'occupe, parce que ça, je comprends très bien ce que vous dites, à savoir c'est un trésor, et surtout quand on est obligé d'en être séparé, c'est extrêmement pénible. Moi, en écrivant ce livre-là, je me disais, mais par moments, j'ai l'impression d'aller 4 fois par semaine au pôle Nord, parce que je sors de mon histoire, je vis, je parle aux gens, puis il faut que je re-rentre dans mon histoire et que j'en ressorte, et on a l'impression de passer sa vie en voyage, et ça, c'est un peu fatigant. Et par contre, c'est vrai que de recommencer tout de suite quelque chose à écrire, je trouve que c'est un grand bonheur. Moi, je sais que les personnages se remettent à cogner, et par moments, je me sens un peu coupable. Ils sont là en disant, bon, allez, quand est-ce que tu t'occupes de moi un peu? C'est bien tout ce blabla, mais il serait temps que tu t'y recolles, et je trouve ça sympathique. Nina? Moi, j'ai la chance de ne faire qu'écrire, je ne fais que ça. La chance, mais aussi le souci d'être une personne normale. J'ai envie d'être normale, donc je travaille de 9h à 13h et de 14h à 20h. Voilà, comme si vous êtes inventé des horaires de bureau. Pour moi, c'est très important, justement, pour pas déborder. La nuit est fascinante, la nuit est très séduisante, mais très fatigante aussi. Écrire la nuit, c'est un processus très particulier que j'ai fait pour quelques livres. Je crois qu'il y a des livres de nuit, comme il y a des livres de jour, comme il y a des livres d'hiver, il y a des livres d'été. Je me suis souvent dit que c'était comme les collections de mode, hein, vraiment des livres. J'en suis persuadée, ça, vraiment. Là, c'était un livre de jour, oui, avec des horaires, on va dire, de quelqu'un de normal. On m'avait dit 50 minutes, j'ai déjà fait 1 heure. Je crois que je dois vous demander si vous avez des questions à poser à nos auteurs, que je remercie énormément. Déjà, vous pouvez les applaudir.